Alors, bonsoir et bienvenue. Vraiment, vous êtes présents, nombreux, malgré le beau temps estival, on se croit au mois de juillet, mais quand même, le sujet, je crois, va vous passionner. Alors, soyez les bienvenus. Je m'appelle Chantal Trottier, je suis présidente des citoyennes de la SCJB et de la Mauricie. Et c'est avec bonheur que nous recevons ce soir M. Frédéric Bastien. M. Bastien, diplômé de l'Université de Montréal en histoire et sciences politiques. Il complète ensuite une maîtrise en administration publique. Après avoir travaillé pour le ministère des Relations internationales du Québec, il complète une maîtrise et un doctorat à l'Institut universitaire des hautes études internationales de Genève. À Genève, il a travaillé au Bureau européen des Nations Unies et également à l'Eurovision, une organisation regroupant les télévisions publiques européennes. Frédéric Bastien a aussi travaillé dans les médias suisses et au Québec, notamment au Bureau canadien de l'Agence France-Presse. Il est devenu en 2008 professeur à temps plein en histoire au Collège Dawson à Montréal. De 2015 à 2018, il a été président de l'Association des professeurs d'histoire des collèges du Québec. Il publie en 2013 La bataille de Londres, qui deviendra un best-seller et sera traduit en anglais. Et en 2019, il publie Après le naufrage, refonder le Parti québécois. Il reçoit en 2021 le prix Condorcet des Saules, décerné par le mouvement laïque québécois pour sa contribution marquante à la promotion et à la défense de la laïcité au Québec. Alors, Monsieur Bastien, nous sommes très heureux de vous Alors, merci tout le monde d'être ici pour, malgré cette belle journée ensoleillée. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés. Alors, je vais commencer par saluer et remercier Sylvain Paquin pour avoir organisé cet événement. Je voudrais saluer, je sais qu'il y a des anciens députés, M. Louis Brochelot, ancien député du Bloc. Il y a Louise Charbonneau, que je viens juste de rencontrer, ancienne députée du Parti québécois, que je salue également. Je crois que Guy Rousseau n'est pas avec nous, je l'avais déjà croisé, j'étais venu ici déjà il y a quelques années. En fait, je suis venu 2 fois à Trois-Rivières, 3 fois même, c'est la 3e fois avec la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie. Et donc voilà, alors merci aussi Mme Trottier de m'avoir présenté. Alors j'espérais qu'il allait y avoir Louise Mailloux qui m'avait dit qu'elle devait être parmi nous, mais là je ne la vois pas malheureusement. Alors Louise Mailloux, lors de la course à la chefferie du Parti québécois, m'avait présenté. Alors, comme vous savez, quand on se fait présenter par quelqu'un, on aime ça, quelqu'un qui dit tout haut toutes les qualités qu'on pense tout bas de soi-même. Alors ça fait beaucoup de bien à l'ego. Et puis j'avais préparé une liste de qualités que je voulais donner à Louise Mailloux en espérant que peut-être elle allait me présenter encore une fois ce soir. Alors j'avais mis intelligent, vif d'esprit, bel homme, sexy. Mais malheureusement, voilà, tout ce plan que j'avais échafaudé patiemment, tout ça s'écroule puisque Mme Mailloux, malheureusement, n'est pas avec nous ce soir. Alors, trêve de plaisanterie, comme vous savez, c'est le 40e anniversaire du rapatriement de la Constitution. Je pense que je vais prendre des micros comme ça. Voilà. Alors, je me sens plus à l'aise, c'est merveilleux. Alors donc, c'est le 40e anniversaire du rapatriement de la Constitution, comme vous le savez peut-être, 1982-2022. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler ce soir, le rapatriement de la Constitution. La Constitution, je pense, doit être au cœur de notre argumentaire comme indépendantiste. La Constitution, je pense que c'est quelque chose de très important dans l'histoire du Québec. Et nos adversaires, les fédéraux, ne cessent de dire, répètent constamment que la Constitution, ça n'intéresse pas les Québécois. Oui, alors je vous invite à fermer vos cellulaires, vérifier qu'il est bien fermé, on se fait toujours surprendre. Moi, mentir, c'est d'être devant mes étudiants et que mon cellulaire se mette à sonner. Alors, moi qui expulse les étudiants, que je vois que les cellulaires, alors, je me dis, il ne faut pas que ça m'arrive, ça serait terrible. Alors, je le laisse souvent dans mon bureau, comme ça, je suis sûr que même s'il est ouvert, il ne sonnera pas dans le cours. Alors, bref, on dit souvent, nos adversaires disent souvent que la Constitution, ça n'intéresse pas les Québécois.
Mais pourtant, la Constitution, j'ai toujours pensé que c'est quelque chose d'extrêmement fondamental dans notre histoire. C'est quelque chose d'extrêmement important qui traverse les siècles, qui traverse les générations. Parce que la Constitution, c'est la question de la place du Québec dans le Canada. C'est la question du régime. Et c'est la question de savoir si, oui ou non, nous formons une nation. Et puisque je pose la question, puisque je pose cette question de la nation québécoise, j'aimerais vous entendre dans la salle. Est-ce que vous pensez que le Québec forme une nation? Oui. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. J'aimerais ça qu'on nous entende à Ottawa. Est-ce que vous pensez que le Québec forme une nation? Oui. Bon, voilà. Ça, c'est le genre de réponse que j'espérais, qui vient des tripes, qui vient du cœur, des convictions fortes. Alors, cette question de la nation, elle est, comme je le disais, extrêmement importante. Et c'est ça qui est au cœur de la question constitutionnelle. Et c'est ça qui fait que la question constitutionnelle, c'est une question extrêmement fondamentale, extrêmement émotive, une question qui vient nous chercher énormément, beaucoup plus que ce que nos adversaires nous disent. Et évidemment, la question de la Constitution était au cœur du référendum de 1980. Souvenez-vous, pour ceux qui sont assez vieux, pour se souvenir du référendum de 1980. Et c'est un des épisodes, notamment, où, quelques jours avant le vote, le point d'orgue, le moment fort de cette campagne référendaire de 80 avait été un discours que M. Trudeau avait fait à la nation québécoise. M. Trudeau, le 14 mai 1980, qui s'était engagé à renouveler le fédéralisme, à modifier la Constitution, et qui avait dit ceci: « Nous voulons du changement, nous mettons nos sièges en jeu pour avoir du changement. » Il avait cogné sur le lutrin, n'est-ce pas, où étaient placées ces notes de discours pour bien marquer le coup, pour dire aux Québécois, voilà, c'est un engagement solennel, formel, on est sérieux, il va y avoir du changement. Eh bien, on connaît la suite. La suite, ça a été la nuit des longs couteaux, ça a été l'isolement du Québec, ça a été nous, on a vu la Constitution être rapatriée sans notre accord par les 9 provinces anglophones ralliées au gouvernement fédéral sans notre accord. Le Québec a été isolé. Et le plus triste, le plus grave, c'est que nos élus à Ottawa ont presque tous, presque unanimement participé à cet isolement du Québec. Des hommes et des femmes d'ici qui ont fait cause commune avec le Canada anglais, avec M. Chrétien, avec M. Trudeau, qui était parmi ces gens-là, et qui se sont ligués contre leur propre nation pour isoler le Québec. Et ces gens-là, aujourd'hui, ceux qui sont encore vivants, il faut les écouter, nier et dire que non, non, il ne s'est rien passé de grave, c'était merveilleux, c'était fantastique ce qui s'est passé en 1982. Alors, je pense à des gens comme Serge Joyal, un ancien député, Céline Hervieux-Payette. Je pense à des gens comme évidemment Jean Chrétien, qui était le ministre de la Justice, qui était aux premières loges de cet épisode avec M. Trudeau. Je pense à des gens comme Marc Lalonde, un autre ancien ministre de M. Trudeau. Marc Lalonde. Il fallait l'entendre il y a 3 semaines, Marc Lalonde, dans les médias, qui disait « Ah, ben le rapatriement de la Constitution, ça a été... » Comment il dit ça? Il a dit, là, je vais le citer, ça a été... ça a drôlement bien servi les Québécois, le rapatriement de la Constitution. Ce sont les mots qu'il a employés. Drôlement bien servi, a-t-il dit. Eh bien, si vous le permettez, j'aimerais ça qu'on explique, en quelque sorte, tous ensemble, à M. Lalonde, quelles ont été les conséquences du rapatriement de la Constitution. Premièrement, la Constitution de 82 consacre l'égalité des 10 provinces. Ça veut dire que le Québec est ramené au rang de la Saskatchewan, au rang de l'île du Prince-Édouard, au lieu d'être reconnu comme une nation fondatrice du Canada. Alors, je vous pose la question, est-ce que le rapatriement de la Constitution a drôlement bien servi le Québec? Non! Pas du tout. Voilà la réponse que j'attendais. Une autre conséquence, deuxième conséquence, le rapatriement de la Constitution, ça nous a privés de notre droit de veto. Il y a au moins 2 juges de la Cour suprême, comme je l'ai démontré dans la bataille de Londres, qui ont comploté avec les fédéraux, qui ont passé de l'information confidentielle aux fédéraux durant le rapatriement pour aider M. Trudeau à isoler le Québec et ultimement nous priver de notre droit de veto qui nous aurait permis d'empêcher que le rapatriement de la Constitution se fasse sans nous. Alors, encore une fois, je vous pose la question, est-ce que le rapatriement de la Constitution a drôlement bien servi les Québécois? Non! Voilà, alors je vois que vous apprenez votre leçon, vous avez une très bonne note à l'examen. Exactement, très bons élèves. Et je continue. La
le rapatriement de la Constitution a permis à M. Trudeau d'affaiblir la loi 101, de faire invalider la loi 101 par les juges fédéraux qu'il nomme lui-même. Et il voulait, M. Trudeau, il voulait permettre aux Anglais du Québec de travailler, de vivre en anglais. Et il voulait permettre aux immigrants au Québec de travailler et de vivre en anglais au Québec. Alors, sous couvert de justice, on a usurpé nos pouvoirs. Sous couvert de justice, on nous a imposé le multiculturalisme canadien pour ramener le Québec au rang d'une communauté culturelle quelconque. Nous qui sommes les fondateurs du pays. Sous couvert de justice, on nous a imposé le bilinguisme canadien. Et sous couvert de justice, on a invalidé nos lois dans nos champs de compétences exclusifs. Alors, je le dis pour M. Lalonde, cessez votre mensonge, M. Lalonde, qui dure depuis 40 ans. Le rapatriement de la Constitution, c'est une injustice permanente pour le Québec. Et c'est pour cette raison qu'il y a quelques semaines, j'ai déposé un recours judiciaire pour faire invalider la loi constitutionnelle de 1982. Tous les moyens doivent être pris pour combattre cette loi infâme qui s'applique toujours à nous. Ça a été tellement catastrophique, le rapatriement de la Constitution. Ça a été tellement mauvais qu'il y a 2 tentatives, comme vous le savez, qui ont été faites pour corriger les choses. Alors, il y a eu évidemment l'accord du Lac-Meech, qui a été suivi de l'accord de Charlottetown, mais les 2 tentatives pour réparer les choses ont déraillé. Pourquoi est-ce que ça a déraillé? Eh bien, ça a déraillé pour une raison extrêmement simple et que vous allez tout de suite comprendre. Ça a déraillé parce que les Canadiens anglais ne voulaient pas nous reconnaître comme une société distincte, suivant l'une des dispositions majeures de l'entente du Lac-Meech et de celle de Charlottetown. Ça a déraillé parce qu'au fond, les Canadiens anglais ne veulent pas nous reconnaître comme une nation. Voilà la raison pour laquelle ces 2 tentatives pour corriger les choses ont déraillé. Et tout ça nous amène au référendum de 1995. Et encore une fois, là c'était M. Chrétien qui était aux commandes. M. Chrétien qui s'est inspiré de son maître à penser, M. Trudeau. Et encore une fois, M. Chrétien a fait exactement comme M. Trudeau. Alors l'idée, c'était de tricher, de tromper et de trahir les Québécois. Et c'est ce que M. Chrétien a fait, à l'instar de son maître à penser, 15 ans auparavant. Alors souvenez-vous, 3 jours avant le vote, le 27 octobre 1995, M. Chrétien, lui aussi, s'est adressé solennellement à la nation québécoise par le truchement de la télévision. Et il a dit aux Québécois qu'il avait entendu, et je cite, « la voix du changement qui s'élève du Québec ». C'était les paroles que M. Chrétien a dit. Et il y avait des premiers ministres dans les autres provinces qui faisaient écho aux propos de M. Chrétien. M. Harris, en Ontario, qui disait « oui, on est en faveur de la décentralisation ». Et il y avait M. McKenna au Nouveau-Brunswick. M. McKenna qui disait « ah oui, il faudrait faire place à la société distincte, il faudrait ressusciter cette clause de la société distincte ». Frank McKenna, le premier qui s'est attaqué à l'entente du Lac-Meech, le premier qui a piétiné la clause de société distincte. Frank McKenna, qui crie au loup dans la bergerie, alors que c'est lui-même qui a égorgé les brebis. Voilà ce qu'a fait Frank McKenna. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quelles ont été les conséquences de notre 2e adhésion au Canada lors d'un 2e référendum en 15 ans? Quels sont les changements que les fédéraux nous ont donnés? Premier changement, le programme des commandites. Alors, les fédéraux ont donné de l'argent à des bandits amis du régime pour tapisser le Québec de drapeaux du Canada, pour nous vendre des hochets aux couleurs de l'uniforme pour acheter notre appui, comme si on était une bande de demeurés, une bande de simples d'esprit, n'est-ce pas? Alors ça, c'est le premier changement qu'ils nous ont fait. Deuxième changement, la loi sur la clarté référendaire. Alors, la loi sur la clarté référendaire, qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça? Ça nie le droit d'autodétermination du Québec. C'est ça que ça fait, la loi sur la clarté référendaire. La loi sur la clarté référendaire qui nie de facto le fait que nous soyons une nation. Alors, c'est ça les 2 changements que nous avons eus suite au référendum de 1995. Alors moi, cet épisode, référendum, constitution, qui ont eu lieu successivement à quelques années d'intervalle, ça me fait extrêmement penser, ça me fait beaucoup penser aux 2 crises de la conscription. Alors, en 1914, pour avoir notre appui, on nous a promis qu'il n'y avait pas de conscription. Et en 1917, qu'est-ce qui s'est passé?
vous le savez, on nous a imposé la conscription. Et puis après ça, il y a eu une deuxième guerre mondiale. Et là, en 1939, les fédéraux, encore une fois, nous ont promis qu'il n'y aurait pas de conscription. Ah, votez pour nous, a dit Mackenzie King. Il n'y en aura pas de conscription. Votez libéral. Ça ne serait plus de conscription. Et en 1944, on nous a imposé la conscription. Voilà ce qui s'est passé. Ça me fait penser encore, cette histoire des deux référendums et des épisodes constitutionnels, ça me fait penser à l'histoire du français dans l'Ouest canadien au 19e siècle. Comme vous le savez, il y avait beaucoup de francophones. La grande majorité de la population de l'Ouest canadien était francophone. Et il y avait beaucoup de métis, comme vous le savez. Et là, le Canada a pris le contrôle de l'Ouest. Et là, les fédéraux ont promis aux francophones de l'Ouest, ils ont dit, appuyez le Canada, joignez le Canada, on va protéger vos droits, on va vous donner des garanties constitutionnelles. Et là, ils ont créé une province, le Manitoba, en 1871. Ils ont donné des droits constitutionnels aux francophones de l'Ouest canadien. Et comment ça s'est fini? Mais ça s'est fini avec la pendaison ouvrière. Et après avoir pendu l'ouvrière, les Anglais ont éradiqué toute la culture française de l'Ouest canadien, ou presque. Voilà ce qui est arrivé. Alors c'est ça l'histoire du Canada, c'est ça l'histoire du régime. C'est une arnaque à grande échelle, c'est une injustice après l'autre, génération après génération. Et c'est pour cette raison que j'ai créé l'organisation Justice pour le Québec, parce que nous devons lutter contre les injustices collectives que nous avons subies et que nous continuons de subir. Alors voilà pourquoi j'ai mis sur pied cet organisme qui est tout nouveau. En passant, on recueille des dons. On a un site web. Mais bref, il faut lutter contre les injustices collectives faites contre le Québec. C'est absolument fondamental, me semble-t-il, dans notre parcours. Et après chaque coup de force, après chaque injustice que nous avons subie, après tous ces reculs, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe toujours la même chose. Les fédéraux, nos adversaires, essaient de nous endormir, essaient de nous faire dire, voyons, il ne s'est rien passé, absolument pas, il n'y a rien à voir, circuler, on continue, on fait comme avant, et il faut surtout oublier tout ça et ne plus en parler. Alors, un de ceux qui avait bien compris ça, c'était nul autre que Jean Chrétien, d'ailleurs, on est proche de son fief, n'est-ce pas? On est à quelques jets de pierre de Saint-Maurice ici. Alors, M. Chrétien, qu'est-ce qu'il s'est mis à dire devant les échecs référendaires, enfin, devant les deux référendums, les échecs constitutionnels? Alors, M. Chrétien, je me souviens d'une déclaration qu'il avait faite dans les médias, il a dit écoutez, là, le chômeur de la Gaspésie, là, que voulez-vous? La Constitution, ça ne vous dérange pas! Alors, ça, c'est Jean Chrétien, que voulez-vous? C'est du mot à mot en passant, là. Alors, vous n'avez pas besoin de. Je sais qu'il y en a qui m'ont encore déjà entendu faire raconter cette anecdote de M. Chrétien, mais bref, avec M. Chrétien, vous n'avez pas besoin d'en rajouter, vous faites juste répéter sur le même ton, et les gens trouvent ça drôle. Et bref, le but de tout ça, c'était évidemment de nous endormir et de nous faire croire qu'il fallait parler d'économie, et donc qu'il ne fallait surtout pas parler de constitution. Parce que M. Chrétien avait bien compris que dès qu'on parle de constitution, qu'est-ce qui se passe? Les indépendantistes marquent des points. C'est automatique. Dès qu'il est question de constitution, on marque des points. On le voit, je vais en reparler dans quelques instants, avec la loi 96, le projet de loi 96. Alors, un autre exemple qu'on a utilisé pour nous endormir, c'est lorsque mon livre, La bataille de Londres, a été publié en 2013. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai dévoilé, grâce à des archives britanniques, qu'il y a 2 juges de la Cour suprême qui ont passé des informations confidentielles aux fédéraux et qui ont aidé les fédéraux. Et ces informations-là, je ne les ai pas eues grâce aux archives canadiennes, parce que les archives canadiennes que j'ai pu consulter étaient largement caviardées. Et il y a beaucoup de documents que je n'ai pas pu obtenir, et même à ce jour, il y a beaucoup de documents qu'on ne peut obtenir, parce que j'ai fait des demandes d'accès aux archives il y a quelques mois, qui, vous serez très surpris, ont toutes été refusées. Donc, je n'ai pas obtenu aucune information nouvelle sur le rapatriement de la Constitution en provenance des archives fédérales. Mais bref, au moment de publier ce livre, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'Assemblée nationale a voté une motion unanime. Tous les partis ont demandé au gouvernement fédéral de déclasser, de rendre public les archives du rapatriement de la Constitution. Et là, il
faut voir la réponse que nous a servi à l'époque le premier ministre, M. Harper. M. Harper, secondé par M. Trudeau, qui était alors dans l'opposition, M. Harper a dit, ben, on ne rendra pas public les archives, nous on s'occupe d'économie. Voyons donc. Alors, on va permettre aux gens d'aller sur la rue Wellington, dans la salle de lecture des Archives nationales. Ils vont pouvoir aller consulter les documents du rapatriement de la Constitution. Et là, l'économie va être menacée, le chômage va augmenter, la production industrielle va baisser, l'inflation va galoper. Tout ça parce que des gens vont avoir accès au dossier de la Constitution. C'est ça la réponse que nous a fait M. Harper. On nous prend vraiment pour des valises. On prend les Québécois pour une bande d'innocents. Voilà. Alors, il ne fallait pas parler de Constitution, il fallait parler d'économie. Là est arrivé un autre événement extrêmement intéressant, extrêmement parlant. Et c'est en 2017. On est à l'époque du gouvernement Couillard. Et M. Couillard, en 2017, a présenté une politique constitutionnelle au nom du Québec, au nom de la nation québécoise. Et M. Couillard a dit que la nation québécoise vivait un exil intérieur dans le Canada. Et M. Couillard a dit qu'il fallait rouvrir un jour, il n'a pas mis d'agenda, il n'a pas mis d'échéance, je devrais dire, mais qu'il fallait un jour rouvrir la Constitution. Et là, c'est fascinant de voir la réponse que M. Trudeau a faite au Québec. M. Trudeau, qui est prêt à dire oui tout le temps à toutes les demandes d'accommodement religieux de tous les groupes, de toutes les communautés culturelles possibles et imaginables. M. Trudeau, qui a donné des centaines de milliers de dollars à des organisations islamistes qui prônent ouvertement l'implantation de la charia au Canada, des organisations islamistes qui sont ouvertement antisémites et qui sont financées avec l'argent de nos impôts par M. Trudeau. Eh bien, M. Trudeau, lorsque M. Couillard a présenté sa demande, a présenté sa politique constitutionnelle, M. Trudeau nous a dit 3 fois la même chose dans la même semaine. Il a dit, non, on ne rouvrira pas la Constitution. La Constitution, c'est non. Le Québec, c'est non. C'est ça que M. Trudeau nous a dit 3 fois dans la même semaine. Alors, les fédéraux font toujours tout pour qu'on s'éclipse, qu'on s'écrase et qu'on s'éclipse et qu'on s'écrase. Voilà. Je vais venir à ce qu'on fait. Je vais essayer. Un autre argument qu'on nous sert, encore une fois, pour qu'on s'étouffe. On nous dit, ah, la Constitution, c'est des vieilles chicanes. Vous voulez ressortir des vieilles chicanes. Remarquez à quel point c'est pervers, cet argument-là. C'est nous qui avons été victimes d'une injustice. C'est nous qui continuons de subir une injustice, une Constitution qui s'applique à nous sans notre consentement. Et là, quand nous soulevons cette affaire et quand nous disons, regardez, il y a une injustice que nous subissons. Nous avons été victimes d'une injustice. Mais là, on nous dit, ah, vous soulevez la dispute, vous soulevez la division. On blâme la victime au lieu de l'aider. C'est ça qu'on fait quand on nous dit ça. Quand on nous dit, cessez la chicane. Ce n'est pas nous qui avons commencé la chicane. C'est nous qui sommes la victime dans cette affaire. Eux sont les agresseurs. Je ne sais pas si je le dirais comme ça. Disons, des agresseurs politiques. On va le dire comme ça. Évidemment, un autre argument qu'on nous sert constamment, parce qu'il y a toutes sortes de recettes, un autre argument qu'on nous sert, c'est de dire que la Constitution, évidemment, ce n'est pas important, ça n'intéresse pas les gens. Et c'est une question qui n'affecte pas les gens dans leur vie quotidienne. Alors moi, ces gens-là qui disent ça, j'aimerais beaucoup qu'ils aillent parler de cette histoire-là aux proches d'Anouja Bhaskaran. Anouja Bhaskaran, c'était une jeune femme originaire du Sri Lanka qui était venue ici au Québec pour refaire sa vie. Et Anouja Bhaskaran, en 2013, a été assassinée. Son mari a été accusé de meurtre au premier degré. Et après quelques années, donc 4 ans après les accusations, bien, toutes les accusations contre le mari de Mme Bhaskaran ont été abandonnées en vertu d'une décision de la Cour suprême qui elle-même, évidemment, se basait sur la Constitution, se basait sur la Charte canadienne des droits et libertés, une décision qu'on a appelée l'arrêt Jordan. Alors, en vertu de l'arrêt Jordan, la Cour suprême a dit que les délais judiciaires sont trop longs et par conséquent, il faut que les gens qui sont accusés sortent de prison. Alors, le mari accusé de Mme Bhaskaran a vu toutes les accusations contre lui tomber et un enquêteur au dossier à l'époque qui est sorti dans les médias qui a dit que la preuve contre le mari de Mme Bhaskaran était une preuve accablante. Accablante, a-t-il dit. Mais aujourd'hui, à l'heure où on se parle,
le mari de Mme Mascarenhas est libre comme l'air. Quand on dit que ce n'est pas important, la Constitution, moi j'aimerais ça qu'on s'intéresse à des personnages comme Nathalie Normando. Nathalie Normando, qui était au centre du scandale lors de la commission Charbonneau. On a vu tous les scandales libéraux qu'on a eu à l'époque de M. Charest. Et donc, Mme Normando, qui a été accusée après quelques années, toujours en vertu de l'arrêt Jordan, de cette décision de la Cour suprême, toutes les accusations sont tombées contre Mme Normando. Un autre qui a bénéficié du même traitement, Marc-Yvan Côté, un ancien organisateur, ministre du Parti libéral. Monsieur Marc-Yvan Côté, vous vous en souvenez, le bœuf de matin, hein? Je suis sûr qu'il y en a qui s'en souviennent dans la salle. Mais Marc-Yvan Côté, qui, souvenez-vous, ceux qui sont assez vieux, encore une fois, durant la commission Gomery, qui a non seulement été mis en cause durant la commission Charbonneau, mais qui a été également mise en cause durant la commission Gomery, Marc-Yvan Côté, qui a admis avoir reçu une valise avec 120 000 $ en liquide dans la valise. Eh bien, Marc-Yvan Côté, une scène de gangster. Mais Marc-Yvan Côté qui a vu toutes les accusations contre lui qui sont tombées, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Alors, les amis du régime qui sont protégés par le régime, c'est ça qui est arrivé. Et encore une fois, tout ça, c'est en vertu de la Constitution. D'autres propos qu'on nous tient, n'est-ce pas, pour nous endormir, pour faire en sorte qu'on ne se réveille pas, c'est de dire, ah ben, la Charte des droits, c'est merveilleux, la Charte des droits, c'est fantastique, c'est une panacée, c'est une merveille du monde. Alors vraiment, ça fait du Canada un pays à l'avant-garde, ça fait tous les qualificatifs superlatifs auxquels vous pouvez penser. Et une qui nous a servi ça récemment, c'est Sheila Copps, l'ancienne vice-première ministre à l'époque de Jean Chrétien. Alors, Mme Sheila Copps qui s'exprimait récemment dans les médias et qui disait « Ah, la Charte des droits, c'était merveilleux pour faire avancer le droit des femmes et les droits des francophones hors Québec, disait-elle. » Alors moi, quand j'entends Mme Copps dire ça, ça me fait penser à l'histoire d'une femme en Ontario, à Sault-Sainte-Marie, une femme qui s'appelle Véronique Miller. Alors, Véronique Miller, il y a quelques années, a porté plainte pour viol. Et un homme qui a été accusé de viol. Et Mme Miller voulait avoir un interprète au tribunal en Ontario, à Sault-Sainte-Marie, parce qu'elle avait peur de s'exprimer en anglais. Elle était trop, évidemment, choquée par des événements. Et donc, elle voulait qu'un interprète puisse traduire ses paroles pour le tribunal. Alors, on a cherché un interprète, et le procès a été reporté une fois, reporté 2 fois, et encore une fois reporté. Et au bout du compte, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, en vertu de l'arrêt Jordan, toutes les accusations contre l'agresseur, contre le présumé violeur, devrais-je dire, le présumé agresseur de Mme Miller ont été abandonnées. Voilà. Alors non, Mme Copps, la Charte des droits, ça n'a pas été une bonne chose pour les femmes, et la Charte des droits, ça n'a pas mis fin aux injustices que continuent de subir les francophones au Canada. Voilà. Et des histoires comme ça, des histoires d'abandon, des poursuites à cause de la Charte des droits au Canada, il y en a des dizaines de milliers. Je pourrais vous en parler jusqu'à demain matin. Des accusations abandonnées. Tout ça en vertu de la Charte des droits. Alors, qu'est-ce que ça fait, la Charte des droits? La Charte des droits, ça donne du pouvoir aux juges fédéraux. C'est la première chose que ça fait. La deuxième chose que ça fait, la Charte des droits, c'est une mine d'or pour les avocats. C'est ça que ça fait, la Charte des droits. La troisième chose que ça fait, la Charte des droits, c'est une bénédiction pour les accusés, particulièrement les accusés criminels. Et la quatrième chose que ça fait, la Charte des droits, c'est une catastrophe pour les victimes de crimes. C'est ça que ça fait, la Charte des droits. Et la Charte des droits, ça affecte tous les domaines de notre société. Il n'y a aucun domaine d'activité qui est épargné par la Charte des droits. Alors, par exemple, je pense au bien-être de nos enfants dans nos écoles, puisque, en vertu d'une décision prise par la Cour suprême en 2007, au nom du multiculturalisme canadien, parce que dans la Charte des droits, il y a des dispositions qui reconnaissent le multiculturalisme canadien, eh bien, on a permis à des adolescents, à des jeunes d'amener des poignards dans les écoles du Québec. Il y avait un élève d'origine, un élève sikh, un étudiant sikh dans une école de Montréal, qui voulait porter le poignard rituel des sikhs. Et il a dit, j'ai le droit en vertu de la charte que le Québec n'a pas signée, mais moi je veux rentrer dans l'école avec mon poignard. Et les autorités scolaires ont dit, non, tu ne rentreras pas dans l'école avec ton poignard, c'est dangereux, on ne permet pas ça. On permet les poignards dans les écoles, pas question. Eh bien, cet élève sikh est allé jusqu'en Cour suprême, et la Cour suprême a dit que c'était son droit constitutionnel de porter son poignard à l'école. Et tout ça, évidemment, au détriment du droit de la sécurité de nos enfants, parce que c'est le droit de la sécurité à la sécurité de nos enfants qui a été sacrifié dans cette
à faire. Je vais prendre un autre exemple. Malheureusement, ce ne sont pas des beaux exemples, parce qu'il n'y en a pas des exemples. Ce n'est que ça, la Charte des droits. Ce n'est qu'une mauvaise décision après l'autre, une conséquence mauvaise après l'autre, une catastrophe suivie d'un désastre. Et je prends l'exemple d'un prédicateur sulfureux, d'un prédicateur haineux que vous connaissez bien, et qui s'appelle Adil Sharkawi. Adil Sharkawi. Adil Sharkawi, qui l'an dernier, lorsque les talibans ont pris Kaboul, lorsque les talibans ont repris le contrôle de l'Afghanistan, Adil Sharkawi qui a dit « Hommes, femmes et enfants d'Afghanistan qui savourent la liberté, qui savourent la libération, Afghanistan, terre des hommes libres », a-t-il dit. Alors je vous rappelle, je vous le savais déjà, mais je vous le rappelle quand même qu'il y a des militaires québécois qui se sont battus, qui sont morts, qui ont été blessés en Afghanistan et qui voulaient aider le peuple afghan. Je vous rappelle que l'Afghanistan, c'est l'endroit où aujourd'hui les femmes sont obligées de porter la burqa. C'est l'endroit où on lapide les femmes adultères. C'est l'endroit où on pend les homosexuels. C'est l'endroit où on assassine systématiquement les chrétiens pour la seule raison qu'ils croient en la parole du Christ. Et c'est de ça dont s'est réjoui Adil Sharkawi. Et cet homme, Adil Sharkawi, est tellement extrémiste, tellement radical, que les autorités ont tenté de le déporter dans son Maroc natal au milieu des années 2000. Ah, mais M. Sharkawi avait des bons avocats. Et ces bons avocats qui ont fait beaucoup d'argent avec M. Sharkawi connaissaient bien la Constitution, connaissaient bien la Charte canadienne des droits et libertés. Et ils ont utilisé la Charte canadienne des droits et libertés contre les autorités. Et ils ont fait dérailler le projet des autorités de déporter M. Sharkawi dans son Maroc natal. À l'époque, M. Sharkawi n'était pas citoyen canadien. Il n'était qu'immigrant reçu. Et grâce à la Charte des droits, M. Sharkawi a réussi à rester ici. Et aujourd'hui, M. Sharkawi a obtenu sa nationalité. Et il va rester parmi nous jusqu'à sa mort. C'est ça, la Charte canadienne des droits et libertés. Et M. Sharkawi qui a employé toute son énergie dans les dernières années, évidemment, à combattre la loi 21, parce qu'évidemment, les extrémistes comme M. Sharkawi sont des adversaires acharnés de la loi 21, qui ont organisé des manifestations auxquelles se sont présentés plein de gens qui n'ont pas eu crainte de défiler aux côtés de M. Sharkawi, malgré tous les propos odieux, haineux qu'il a tenus dans le passé. Tous nos adversaires étaient prêts à faire cause commune avec lui. Il y a eu des grandes manifestations à Montréal dans l'année de l'adoption de la loi 21 auxquelles ont assisté plusieurs groupes adversaires de la loi 21 organisés par M. Sharkawi. Alors évidemment, la Constitution, ça sert aussi à ça, ça sert à attaquer les lois identitaires québécoises. Alors donc, la loi 21 qui a été partiellement invalidée par le juge fédéral Marc-André Blanchard, un juge qui est un ancien donateur du Parti libéral du Canada, avant d'être juge. Alors, je sais que ça ne vous surprend pas du tout, c'est quasiment un critère pour pouvoir être juge ou d'être proche du pouvoir libéral, évidemment. Un juge multiculturaliste. Et donc, qui a invalidé tout un pan de la loi 21. La loi 21, on est rendu en cour d'appel, mais lui, c'était en Cour supérieure du Québec. Et donc, la Constitution, la Charte canadienne des droits et libertés, va servir également bientôt à s'attaquer à la loi 96, au projet de loi 96, dont il est beaucoup question en ce moment, puisque le projet de loi doit être adopté bientôt à l'Assemblée nationale. Alors, comme vous le savez, ce projet de loi sert à protéger le français, sert également à faire reconnaître unilatéralement que le Québec forme une nation de langue française dans la Constitution. Alors, avec ce projet de loi-là, le gouvernement caquiste essaie de réparer, en quelque sorte, ce qui est arrivé en 1982 en procédant de façon unilatérale. Alors, évidemment, moi, je pense que c'est un pas dans la... je veux dire que c'est un pas insuffisant, que c'est pas assez. Moi, évidemment, je veux qu'on ait tous les pouvoirs. Je veux qu'on soit indépendant, c'est ce que je souhaite, et je pense que c'est ce que vous aussi souhaitez également. Mais il faut reconnaître que c'est quand même un pas dans la bonne direction, le projet de loi 96. Hein? Alors, comme on dit en latin, rede Cesare quasum Cesaris, pour ceux qui ont fait du latin, donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réagi, donc il n'y en a pas beaucoup qui ont fait du latin. Ceux qui en ont fait, j'espère que j'ai eu la bonne déclinaison. Alors, ce qui est intéressant de voir en ce moment, c'est la réaction au projet de loi 96. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au Canada? Comment réagissent les Anglais quand on fait un pas dans la bonne direction? Mais c'est vraiment intéressant d'observer ce qui se passe en ce moment.
Alors on s'est fait traiter d'intolérant, de raciste, on s'est fait comparer à la Gestapo, et on s'est fait traiter de toutes sortes de noms, toutes sortes d'insultes. Pourquoi exactement? Bien, notamment parce qu'on va imposer 3 cours de plus de français à des adolescents, à des jeunes adultes anglophones dans les cégeps. Alors, c'est une des raisons pourquoi on s'est fait abreuver d'insultes par plusieurs anglophones au Québec dans les dernières semaines. Alors, on se fait traiter de fermés d'esprit, on se fait traiter de gens qui n'ont pas d'ouverture sur le monde. Pourquoi? Parce qu'on veut forcer les Anglais à apprendre à parler français. Mais c'est vraiment formidable. Le français, qui est une langue parlée par plus de 100 millions de personnes dans le monde, le français, qui est la langue de la France, qui est une culture qui a influencé beaucoup toute la culture occidentale, eh bien, on se fait accuser d'être fermé d'esprit parce qu'on veut forcer les anglophones à mieux parler français. De la Terre entière, de toute la planète, il y a seulement au Canada anglais où on peut tenir des propos aussi méprisants et aussi insultants et aussi dégradants envers ceux qui parlent français et envers la langue française. Il n'y a pas aucune place dans le monde où vous allez avoir une réaction semblable, juste au Canada anglais. Et quand je vous dis ça, les insultes, les attaques, les camouflets, c'est venu pas seulement des kidams, pas seulement sur les réseaux sociaux, c'est venu de gens éminents de la communauté anglophone. Alors je pense notamment à Marlene Jennings, qui était une ancienne députée libérale à Ottawa. Marlene Jennings, qui est la présidente du Québec Community Networks, qui est l'organe officiel de la communauté anglophone du Québec. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a dit, Mme Jennings, à propos de la loi 96? Eh bien, elle a comparé la loi 96 à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Russie qui tue des enfants, des civils, des femmes, des personnes âgées. La Russie qui commet des massacres. La Russie qui commet des crimes de guerre en Ukraine. La Russie de Vladimir Poutine. Et c'est à cela que Mme Jennings a comparé le projet de loi 96. Rien de moins que ça, mes amis. Rien de moins que ça. Et puis évidemment, vous pouvez être sûr que tous ces gens-là, ces adversaires de la loi 96, dès que la loi va être votée, ils vont contester la loi 96 en vertu évidemment de la Constitution. Et ils vont pouvoir compter sur l'argent d'Ottawa via le programme de contestation judiciaire. Les deniers fédéraux, l'argent de nos impôts vont servir à contester la loi 96, dis-je bien, dès qu'elle va être adoptée. Tout va être fait, tous les moyens vont être mis en œuvre pour qu'on reste écrasé, qu'on reste couché, qu'on reste assis, qu'on ne dise rien, qu'on garde le Québec à sa place. On va déployer un trésor de moyens pour s'assurer que la loi 96 déraille, je peux vous l'assurer. Alors, voyez-vous, c'est ça la Charte canadienne des droits et libertés. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à invalider les lois identitaires québécoises. Hier, la loi 101, aujourd'hui, la loi 21, et demain, la loi 96. Ça sert à nous empêcher de défendre le français, ça sert à nous empêcher d'être une nation. Et pendant ce temps-là, ça permet à des extrémistes comme M. Charcaloui de semer la division et de planter la haine dans nos cœurs. C'est à ça que ça sert, la Charte canadienne des droits et libertés. La Charte canadienne des droits et libertés, ça sert à des proches de victimes de ne pas avoir leur droit à la justice, de leur priver de leur droit à la justice. La Charte canadienne, ça sert aussi aux ennemis du régime à voir des accusations tomber contre eux. Alors, la Charte canadienne, ça sert aussi à nous traiter de nazis, de toutes les insultes, au nom de la tolérance en plus. De surcroît, parce qu'on est tolérant, on vous traite de nazis. Voilà, c'est ça que ça sert, la Charte canadienne des droits et libertés. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'en ai vraiment assez. Je ne veux plus endurer ce genre d'insultes, ces camouflets, ces outrages, ces avanies. Alors, moi, je pense qu'il faut reprendre la lutte constitutionnelle, il faut reprendre le combat pour la nation, il faut livrer cette bataille-là, et c'est comme ça, mes amis, qu'on va convaincre les Québécois d'adhérer à nouveau à notre projet indépendantiste et de faire l'indépendance du Québec. Merci. Oui, moi, évidemment, comme vous, je trouve ça très curieux qu'il y ait une référence à Dieu dans la Constitution. Ça ne devrait pas être là, en ce qui me concerne, mais au niveau juridique, c'est pas ça qui a été utilisé. Je ne me souviens pas d'avoir vu des causes où on a fait référence au préambule, mais ça peut m'avoir échappé parce que je ne suis pas juriste, je suis historien.
Mais oui, ça pourrait être utile, effectivement, d'enlever cette référence à Dieu. Ça pourrait être pas nuire, mais moi, je pense que c'est vraiment la Charte des droits qui est vraiment le nœud du problème. Et évidemment, le fait que c'est Ottawa qui nomme les juges, ça ne nous aide pas non plus. Et Monsieur Rocheux, c'est une très bonne question. Alors donc, il y a la bibliothèque de droit de l'Université de Toronto qui s'appelle la bibliothèque Boral-Askin. Alors je me suis dit, peut-être qu'avec Justice pour le Québec, on pourrait lancer une pétition pour qu'elle soit débaptisée. Alors ça pourrait être une idée, là, ça m'est traversé l'esprit. Donc peut-être qu'on va faire ça, mais nous, dans notre requête, parce que là on a présenté, comme je vous dis, une requête pour faire déclarer invalide la loi constitutionnelle de 1982, on a présenté plein de documents d'archives britanniques qui montrent noir sur blanc que Boral-Askin et le juge ST ont eu des communications tout à fait inappropriées avec le pouvoir politique. Et là, on va voir ce que le juge va dire, parce que là, le juge qui va recevoir ça, il va être assez mal pris. Là, parce que là, les fédéraux vont dire que c'est irrecevable, que notre requête est irrecevable. Les fédéraux vont plaider qu'on ne doit pas avoir de procès sur cette question-là. C'est ça qu'ils vont dire. Là, il va y avoir un premier juge qui va devoir décider s'il y a un procès ou pas. C'est ça, la première décision. Alors, moi, d'après moi, le juge va dire qu'il n'y aura pas de procès. À moins que ce soit un juge très proche de la retraite, qui n'a aucune ambition d'avancement. Ça peut arriver. Un juge nommé par des conservateurs, des fois, vous savez, il y a des juges nationalistes qui ont échappé au radar, mais c'est les conservateurs, puis ça a passé en dessous. Alors ça peut arriver. Ce n'est pas tous les juges qui sont biaisés contre nous, la grande majorité, mais il y a des exceptions. Alors ça pourrait être un juge comme ça qui pourrait dire, ben oui, moi je vais donner le procès. Alors, et là, après ça, il y aurait un procès. Alors, l'idée, c'est que là, les fédéraux vont devoir s'expliquer. Ça va être très intéressant. Mais là, de toute façon, on va voir si on a un procès, mais nous, ce qu'on peut faire, ça, on peut le faire. Ça ne donne rien de s'attaquer à des morts. S'attaquer à la bibliothèque Boral-Askin, on y pense, mais ça va avoir un effet d'annonce, mais un juge qui va devoir nous refuser un procès, ou après ça, si jamais on a un procès, ce qui va déjà être une victoire pour nous, après ça, on va aller en appel, après ça, on va aller en Cour suprême. Alors, on n'a pas fini, là. Donc, on va en faire parler, là. Alors, il faut... vous savez, ça fait des années que les fédéraux utilisent la justice contre nous. Le système de justice au Canada, c'est l'angle mort des indépendantistes. Il faut attaquer les juges fédéraux, attaquer leur crédibilité. Il faut montrer que notre système de justice, c'est le système de justice d'une république de bananes, parce que c'est ça que c'est. Et moi, c'est ça que je veux faire avec Justice pour le Québec. Alors, le juge qui va probablement nous refuser un procès sur 82, il va devoir expliquer pourquoi les documents britanniques sont pas bons, pourquoi on ne doit pas avoir de procès. Alors, il va patiner, je vous dis, il va patiner, puis quand il va rendre son jugement, sa décision, il devrait dire, on va le passer au grill, je peux vous l'assurer. Alors, il y a du mélange à faire avec ça. C'est un peu l'idée de Justice pour le Québec. On a un site web, si vous voulez nous faire des dons. On fonctionne par des dons. On a des avocats. J'en ai profité pour parler, avant de revenir aux autres questions, sur un autre dossier qu'on poursuit en ce moment. Alors, c'est le cas de dire, c'est une poursuite. On poursuit en justice la ville de Toronto, qui finance illégalement, selon nous, les anti-loi 21 au Québec. Alors, il y a différents groupes anti-loi 21 qui reçoivent de l'argent de plusieurs villes canadiennes anglaises et qui n'ont pas le droit de faire ça. C'est contraire à notre droit. Une ville n'a pas le droit de dépenser en dehors de sa juridiction. Et là, on a quelqu'un à Toronto qui a bien voulu porter plainte en justice, et nous, on aide cette personne-là. On aimerait beaucoup traîner la ville de Brampton en justice. Si vous connaissez des gens qui habitent à Brampton, faites-le moi savoir. On est bien intéressés, et il y a peut-être d'autres villes aussi, mais bref, on attaque les villes canadiennes anglaises qui s'attaquent à la loi 21. On va les traîner en cours et on a des chances de gagner. On a des réelles chances de gagner, mais ça coûte très cher. Donc, Justice pour le Québec, justicequebec.org, et là, vous pouvez faire un don en ligne, vous pouvez faire aussi un chèque, si vous préférez. Et ça, c'est très important de faire ce combat-là. Ça a beaucoup d'impact, mais ça a quand même un certain impact médiatique. Et surtout, c'est que ça dure longtemps, ces causes-là. Ça permet de ramener sur la table la question de façon un peu récurrente, en quelque sorte. Et là, j'arrête, je passe aux autres questions. Oui, alors c'est une très bonne question. Et ce qui est intéressant, ce qui se passe en ce moment est quand même assez intéressant parce que là,
D'abord, malheureusement, quand sous les gouvernements Bouchard-Landry, le PQ n'a rien fait au niveau de la question nationale, ou très peu, et le PQ n'a presque rien fait non plus, ou pas beaucoup, sur la question du régime. On aurait dû continuer à attaquer après 1995. On aurait dû prendre M. Chrétien au mot et dire, ben voilà, faites-nous des offres, puis on va faire un référendum sur vos offres. Et puis nous, on sera dans le camp du non, comme pour Charlottetown, mais malheureusement, M. Bouchard s'est attaqué aux finances, puis c'est ça c'est pas la question du régime. Puis dès qu'on sort de la question du régime, c'est terminé pour nous. C'est fini. Parce que dès que vous êtes en dehors de la question du régime, en dehors de la question nationale, les Québécois sont comme toutes les sociétés, on sont divisés entre la droite, la gauche, le centre. Alors, des gens qui préfèrent être à gauche, des gens qui sont plus à droite. Et évidemment, vous mettez fin à la coalition de gens de gauche et de droite qui unissaient le Parti québécois, jadis, qui était vraiment ce qui tenait le Parti québécois ensemble. Moi, mon père était un homme proche du RIN qui venait de Rosemont, Montréal, tandis que ma mère venait d'une famille Union nationale à Yamaska. Mon grand-père maternel était un grand partisan de Maurice Duplessis. Et donc, tout ça pour vous dire que dans ma famille, mes parents n'ont jamais discuté de débat gauche-droite ensemble. Je n'ai jamais vu mon père dire à ma mère, toi, tu es traditionnaliste, et ma mère dire, toi, tu es un gauchiste postmoderne des villes. C'était absent. Ça n'existait même pas. C'était même pas une question. C'était le combat pour le Québec, pour le français, pour le référendum de 1980, où je me souviens, donc, la maison familiale s'était transformée en un centre téléphonique pour faire sortir le vote. Mais c'est en ramenant la question du régime. Et c'est ce que fait la CAQ en ce moment. Elle a ramené un peu la question identitaire avec la loi 21, un pas dans la bonne direction. Et avec la loi 96, ben là, elle ramène un peu aussi la question constitutionnelle. Là, déjà, juste un peu, on voit déjà que ça change. Or, madame, les jeunes au collège Dawson, ils se réveillent. Ils sont contre la loi 96. Moi, je les ai vus au collège nous traiter de racistes. J'étais là, moi, à rassemblement dont vous avez entendu parler dans les médias. C'est terrible. Les Québécois, qu'est-ce qu'ils font? C'est affreux. C'est ci, c'est ça. Je les entends, mes collègues. Ça les réveille, ça. Ça les réveille. Et ça va réveiller les francophones aussi par à-coup, par réaction. C'est ça qui va réveiller. C'est en posant des gestes. C'est en attaquant dans la question constitutionnelle. C'est en réclamant des points, en forçant les choses. Alors là, la CAQ fait ça. Alors nous, on n'est pas au pouvoir, au PQ, mais la CAQ fait un peu ça. Et là, déjà, le débat commence à changer un peu. Ce qu'il faut faire, c'est en faire plus. Et moi, mon rêve, ce serait qu'on force une négociation constitutionnelle. Moi, je suis convaincu que la journée où on va faire ça, c'est sûr qu'on va à nouveau se mettre à marquer énormément de points. Pour moi, ça, c'est une certitude. Voilà. Absolument insupportable, Barbry, un donneur de leçons, l'éminent gauche caviar. Je l'ai déjà vu, j'ai déjà voyagé avec lui sur un voyage d'études, et puis chaque fois qu'il parlait, là, je grimaçais, je gardais ça à l'intérieur de moi. C'était insupportable, insupportable. Mais nous, dans ce qu'on fait à Justice pour le Québec, alors comme je vous dis, là, on est en cour supérieure du Québec sur la question de la Constitution. On va probablement se faire virer comme une crêpe. J'en suis à peu près convaincu, mais on ne sait jamais. Nous, même juste avoir un procès, c'est déjà une victoire pour nous. Alors, on va aller en cour d'appel, on va se faire probablement virer comme une crêpe, puis on va aller en cour suprême, enfin, si on a les moyens. Et une fois qu'on va avoir fait tout ça, ça va durer plusieurs années, on va aller au Comité des droits de l'homme de l'ONU. Alors, vous avez le droit, quand vous jugez, vous êtes un groupe, une nation minoritaire, il y a un comité de l'ONU, vous pouvez alléguer qu'en droit interne de votre pays, vous ne pouvez pas faire valoir vos droits, vous pouvez vous tourner vers un comité de l'ONU. Et là, nous, ça fait partie des choses qu'on envisage, parce qu'évidemment, on ne va pas lâcher le morceau. Il faut s'attaquer à la loi constitutionnelle de 1982. On ne fait jamais ça. On ne parle pas suffisamment du régime. Moi, je me souviens, à l'époque de l'arrêt Jordan, Jean-François Lisée était le chef du PQ, il avait attaqué le gouvernement Couillard en disant « Mais c'est terrible, vous n'avez pas assez de ressources dans le système judiciaire. » Moi, j'avais dit à M. Lisée, il dit, voyons donc, c'est le régime qu'il faut attaquer, c'est pas le gouvernement Couillard. Nos vrais adversaires, nos vrais ennemis, c'est les fédéraux, c'est le régime, c'est la charte, c'est ça qu'il faut attaquer. Mais ça avait complètement passé dans le beurre. C'était pas sur notre radar.
les gens, je trouve ça extrêmement malheureux dans le milieu nationaliste. Les gens ne sont pas sur la question du régime. Oui, c'est important l'éducation, oui, c'est important l'environnement, mais pensez pas qu'on va gagner une élection parce qu'on parle mieux que les autres d'éducation, d'environnement ou d'économie. On va gagner une élection parce qu'on va être les plus nationalistes, parce qu'on va être ceux qui vont incarner le combat du Québec contre le Canada anglais. C'est comme ça qu'on va gagner. Non, on ne saura jamais. On ne saura jamais. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas eu leur droit à la justice. Ça, on est sûr de ça. Alors, non, on ne saura pas s'ils sont coupables. J'ai dit présumé agresseur, présumé meurtrier. Je me suis gardé de les condamner. Là. Mais ça reste que c'est totalement affreux ce qui se passe en ce moment. C'est terrible. Et moi, je ne connais pas de pays dans le monde où c'est comme ça, où les gens voient des accusations graves tomber contre eux. Moi, je suis complètement révolté de ça. Mais c'est formidable parce que les procès, pourquoi ils s'étirent les procès? Ils s'étirent à cause de la Charte des droits. On a donné plein de droits nouveaux. Alors, les avocats, puis les bandits, les criminels, le crime organisé, ils en profitent, ils peuvent se payer des avocats très talentueux. C'est une mine d'or pour eux, comprenez, les avocats. Puis ça permet, dans ceux qui sont sortis de sans accusation, il y avait des motards criminalisés qui avaient déjà admis leur crime. Devant, dire, ah oui, votre honneur, je suis coupable, c'était reconnu coupable, le procès a avorté, le gars est sorti. C'est vraiment. Il y en a un, non mais écoutez, c'est pas des blagues là. Il y en a un là, il était accusé de violence conjugale, menace de meurtre à sa femme, à sa conjointe, là, je ne sais pas s'il était marié. Et là, le procès a duré. Finalement, le procès est tombé. Alors, à cause de Lara Jordan. Et là, le gars en question s'est remis en couple. Il a rebattu sa nouvelle conjointe. Menace de mort à nouveau. Là, le deuxième coup, ben là, il a été condamné. Alors, en tout cas, on sait qu'il est coupable pour le deuxième coup. Alors, est-ce que ces femmes-là, la nouvelle conjointe et l'ancienne, est-ce que leurs droits ont été mieux préservés par la Charte des droits? Ben voyons. Doris? Alors, oui, ben, c'est une question intéressante. Alors, juste pour le droit de veto, c'est que dans notre droit constitutionnel, le Québec avait un droit de veto. Jean Lesage a utilisé un droit de veto pour empêcher le rapatriement de la Constitution en 1965. Robert Bourassa a utilisé le droit de veto en 1971. Il a dit non à la Charte de Victoria après l'avoir acceptée. Même chose pour Jean Lesage, qui avait accepté une entente pour rapatrier la Constitution, qui a changé d'idée et il a dit non, le Québec n'embarque pas. Alors, ça a mis arrêté le processus. Et après ça, la Cour suprême, dans deux décisions, en 81 et en 82, je vous résume ça très rapidement, la Cour suprême a dit non, il n'y a jamais eu de besoin d'avoir l'unanimité des provinces et il n'y a jamais eu de droit de veto pour le Québec. Alors, avec ces deux décisions-là, la Cour suprême a liquidé ce pouvoir que nous avions qui aurait pu nous empêcher justement, empêcher M. Trudeau de rapatrier la Constitution. Alors, pour ce qui est de l'ONU, moi, c'est juste que, moi comme je vous disais, j'espère qu'on verra jusqu'où on ira, mais on envisage d'aller à l'ONU. Mais il faut y aller pour une raison. Il faut qu'on se présente là. Il faut que ça a l'air. Il faut qu'on soit sérieux. C'est ça que je veux dire. Il ne s'agit pas juste de se planter devant l'ONU comme ça, en disant c'est terrible ce qui nous arrive. Il faut avoir une raison légale pour saisir. Moi, je pense que si on dit on a épuisé tous nos recours en droit interne, et enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Essayer que nos dossiers soient bien ficelés, qu'on s'appuie sur du solide, c'est comme ça qu'on va, enfin, j'espère, qu'on peut faire parler de nous dans les médias, marquer des points, sensibiliser l'opinion publique. Il ne faut pas que ce soit... les Autochtones, c'est plus facile pour eux. Ils ont beaucoup de sympathie à l'échelle mondiale. Ils vont jouer du tam-tam devant l'ONU, puis ils ont toutes les caméras sur eux. Alors nous, si on y va, puis personne ne parle de nous, ben, c'est sûr que c'est moins... J'ai travaillé à l'ONU, je peux vous en parler, là, comment ça fonctionne l'ONU. C'est aucune décision qui se prend, puis les journées commencent à 10 h, ça finit à 3 h, puis après ça, on rentre au vendredi. Je l'ai vu de l'interne. Moi, en fait, aller à l'ONU, c'est pas parce que j'attends quelque chose de l'ONU, c'est parce qu'il faut que les médias parlent de nous. C'est ça le but. C'est que les médias parlent de la question constitutionnelle. Il
À travers les médias, on parle aux Québécois, à travers les médias sociaux, on crée des événements, parce que les médias couvrent les événements. Quand vous créez un événement nouveau, c'est comme ça que les médias vont parler de vous. Alors, moi, je ne sais pas ce qui va arriver à l'ONU, probablement, j'en ai aucune idée, mais ça, à la limite, ça n'a pas d'importance. C'est qu'on va parler de nous, on va garder cette question-là vivante. Et ben, moi, c'est ce que je fais à mon échelle. Je suis un simple citoyen, je n'occupe pas un poste politique, je ne suis pas un élu de l'Assemblée nationale, je ne suis pas le premier ministre. Alors, ça, c'est ce que je peux faire à l'échelle où je suis. Évidemment, après ça, ceux qui sont plus hauts peuvent faire autre chose, avec plus de moyens, évidemment, mais encore là, le but doit toujours être de viser la question du régime. C'est ça que je pense. Oui. Alors oui, c'est une excellente question. Hein? Préparez-vous, je vais patiner. Vous allez me dire si je patine bien. Ben, écoutez, moi, mon plan, c'était de me présenter jusqu'à tout récemment, en fait, et puis je vais me présenter dans Bourget, comté qui est à côté du mien. J'habite dans Rosemont, Montréal. Mais le chef m'a dit qu'il voulait se présenter là parce qu'il y avait plus de chances de se faire élire dans Bourget. Moi, ça faisait un an que je travaillais Bourget, j'avais investi l'exécutif, j'ai fait du porte-à-porte, on a fait des événements dans Bourget, travaillé fort, parce que j'estimais que on allait avoir besoin d'un très fort travail de terrain pour avoir une chance de gagner à l'élection. Alors là, à partir du moment où le chef veut prendre mon comté, ben moi, évidemment, je ne vais pas me battre contre le chef, ça c'était très, très clair. Et puis là, moi j'ai dit, moi je ne recommence pas ailleurs. J'ai travaillé un an, plus qu'un an même en fait, là, dans Bourget. Alors, voilà. Donc, et puis, j'ai eu un blog au même moment, au Journal de Montréal, un projet de chronique aussi, qui malheureusement n'a pas vu le jour encore. Mais bref, alors je me suis dit, voilà, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Donc, parce qu'évidemment, si je me présente, je perds le blog, ça va être ça, je ne peux pas être candidat à avoir un blog au Journal de Montréal. Et je sais qu'il y en a d'entre vous qui me lisaient. Donc, je me suis dit, ben voilà, ça va être ça ma contribution. Et puis, je vais faire justice pour le Québec. Alors, les événements ont en quelque sorte décidé pour moi. Voilà, est-ce que je patine bien? 9.9,